Bonjour à vous, bienvenue à mon atelier, nous sommes de retour et aujourd'hui nous avons un joli petit Acer Aspire, je crois que c'est un 13 pouces, V3-371, voilà, qui a pris du café, comme ça nous arrive à nous tous, de prendre du café de temps en temps. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, voici les traces. Comme quoi le café il a traversé le clavier. Et vu que la carte mère était juste dessous, bah forcément elle a pris aussi. Donc j'ai déjà désoxydé la carte mère, je l'ai déjà nettoyée. Mais ça n'a rien fait. Donc le problème il est comme au début. Donc je me suis dit que c'était peut-être une occasion de faire une vidéo sur le fonctionnement global d'une carte mère. Je peux pas voir tous les points parce que c'est voilà, c'est très vaste comme domaine, mais je vais essayer de voir les points les plus importants déjà. Donc voilà. Avant d'attaquer, j'imagine qu'il y a peut-être des professionnels parmi vous, professionnels dans ce domaine, je veux dire. Et ce qui est important dans notre profession, c'est le diagnostic. La clé, c'est ça, le diagnostic et de le faire le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le client qui vous appelle à distance, il vous dit bah voilà, j'ai coupé mon ordinateur, j'appuie, il n'y a plus rien qui se lance. Qu'est-ce qui se passe? Et là, à moins d'être un devin, on ne peut pas répondre à cette question. Donc la première chose, je vais lui demander de m'amener l'ordinateur. Et je fonctionne toujours à l'ancien mode, je sais pas, ancien mode, nouveau mode, je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est de faire les diagnostics gratuits. Donc comme ça, la personne n'a pas à débourser quoi que ce soit. Il a une réponse à sa question sur la réparabilité, le prix, et là il me donne ses réponses, il me dit oui c'est bon, non je veux pas. Voilà. Donc ça consiste à, je lui demande de venir, il m'apporte l'ordinateur. Donc là, il s'agit de faire un diagnostic rapide pour pouvoir lui donner des réponses, parce qu'il en attend de réponses. D'abord, de savoir si c'est réparable, et ensuite, si oui, combien ça va coûter. Donc voilà. Et moi, je me sers, alors, à moi de démonter l'ordinateur devant lui, et de constater les dégâts, etc., ça prend du temps. Ça prend du temps. Étant donné que c'est un diagnostic gratuit, moi je vais essayer de perdre moins de temps possible. Parce que, comme tout le monde le sait, le temps c'est de l'argent. Sans vouloir paraître capitaliste, ben, disons que je suis là pour travailler, pour rentrer des sous et pour pouvoir payer ce qu'il y a à payer. Sinon, ben, si ce n'est pas le cas, il va falloir que je mette la clé sous la porte. D'ailleurs, cette expression, je ne sais pas d'où elle vient, mais mettre la clé sous la porte. Ben, si, admettons, je dois fermer l'établissement, ben, si l'établissement n'était pas à moi, c'était en location, je vais fermer et rendre les clés au proprio. Ou alors, si les murs sont à moi, bah, je vais fermer et ranger les clés. Ou je sais pas, enfin bref. Mais je sais pas d'où ça vient, mais il doit y avoir une raison. Bref. Donc voilà. Et pour pouvoir faire un diagnostic rapide, pré-diagnostic on va appeler, pré-diagnostic, voilà, rapide pour pouvoir donner une réponse au client qui attend, pas pour cette fois, mais en général, et ben c'est très utile d'avoir cet outil là.
c'est une alimentation réglable. On l'a déjà revu dans une autre vidéo. Mais voilà, donc réglable, déjà je peux lui demander le voltage que je veux, la tension que je veux. Là, je suis à 19 et poussière. Ensuite, je vais régler l'intensité. Moi, j'appelle ça le courant. Enfin, bref, j'espère que voilà, on va continuer comme ça, on verra. Donc là, actuellement, c'est réglé à 5 ampères. Donc, l'alimentation peut délivrer jusqu'à 5 ampères. 50 ampères, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Surtout pour tester un appareil, s'il y a 5 ampères qui rentrent dedans, ça peut faire un peu des dégâts. Bon, il y a pas mal de protection et tout sur les cartes, mais bon, quand même. Voilà, je vais commencer par baisser l'intensité et la bloquer par exemple à 2 ampères. Voilà. Donc cette alimentation ne peut pas fournir au-delà de 2 ampères parce que je l'ai bloqué à 2 ampères. Donc voilà. Il y a... Bon, c'est vrai qu'on va pas mal parler aujourd'hui, hein, parce que, ouais, pour voir comment fonctionne, c'est l'occasion, je me suis dit, si ça peut vous aider, si ça peut... Donc voilà. Dans le premier cas, on va dire, quand je vais brancher l'alimentation, elle me dit s'il y a une consommation. Comme vous savez, les clés USB, les USB mètres, ou je ne sais pas comment on appelle ça, pour que les réparateurs de téléphone ils s'en servent pour brancher entre le chargeur et le téléphone, et l'appareil leur dit si il est en train de consommer quelque chose ou pas. Et voilà, cette alim, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour des ordinateurs portables. Enfin, il peut tout faire. Hein. Et après, j'ai les sondes. Si je ne peux pas me brancher, je vais utiliser les sondes pour injecter de la tension. Voilà. Et voir ce qui se passe, s'il y a une consommation ou pas. Donc, dans le premier cas, je branche la lime, je surveille, il ne se passe strictement rien. Mais vraiment strictement rien. Sans parler du café et tout ça. Hein. On me porte l'ordinateur, on me dit... voilà, il ne fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe? Et donc, moi, je dois donner les réponses. Donc, je branche, il n'y a aucune consommation, ni au début, ni quoi que ce soit, il n'y a plus rien il y a strictement rien qui bouge. Ça peut être la prise par où rentre l'électricité. Ça peut être dessoudé, cassé, ou alors, si c'est par un fil sectionné, ou un truc comme ça. Je vais tout d'abord penser à ça, puisque la carte, elle n'a pas l'air de prendre quoi que ce soit, mais vraiment quoi que ce soit. Donc, ce cas-là reste réparable. Déjà, j'ai une idée. Deuxième cas, l'alimentation est réglée à 2 volts, à 2 ampères. Je branche et ça monte direct à 2 ampères, comme s'il y avait un court-circuit dans la carte. Ah, deuxième cas, intéressant aussi, il y a probablement un court-circuit au niveau des MOSFET, etc. Je vais en venir plus tard dans la vidéo. Je vais vous raconter pas mal de choses aujourd'hui. Et donc voilà, il y a un MOSFET qui est resté collé, enfin voilà, et le courant il est dévié directement vers la masse, etc. Donc là je le vois, 2 ampères, ça tape 2 ampères. Oula, il y a un court-circuit. Ça reste réparable. Voilà. Troisième cas, bon, je ne vais pas pouvoir numérer tous les cas, mais voilà, je prends en général ce qui peut se passer. Troisième cas, que je n'aime pas du tout, je branche, ça monte aux alentours de 600 mA, 0,6 ampères, donc 600 mA, et ça reste. Aïe. Et là, ça c'est un cas où c'est pas... J'aime pas. Parce que, d'après mon expérience, les cas que j'ai eu de ce genre, à chaque fois, c'était le chipset qui était mort.
en court-circuit, enfin, quelque chose qui a pété dedans, ou, bref, voilà, en court-circuit, on va dire. Et du coup, cette consommation va directement au chipset. Donc, avec le temps, il y a le radiateur qui va commencer à chauffer, etc. La carte, elle ne se met pas en route du tout, hein. Il n'y a pas de voyant, il n'y a rien. Et il y a cette consommation, 600 milliampères. Ah, ça, c'est pas bon. Et bien, dans ce cas-là, dans les premiers deux cas, je vais donner la réponse au client, dire oui, je pense que c'est réparable, ça va coûter tant, etc. Vous êtes d'accord? Oui, ok. Je me lance, je démonte, j'essaie de résoudre le problème. Et donc, dans le troisième cas où il y a cette consommation, et bien là déjà, je sais d'après mon expérience, je sais à peu près de quoi il s'agit, enfin à peu près, assez sûr d'ailleurs pour moi. Je vais lui dire, ben non, là c'est un cas où je pourrais pas, enfin il s'agit de ce problème-là, pour le résoudre, il s'agit de dessouder le processeur, parce que vu que les chipsets ils sont intégrés dans le processeur maintenant, il faut dessouder le processeur, il faut avoir une grosse machine pour le faire, qui chauffe à une certaine température, pas trop élevée, mais pendant longtemps, on enlève la puce, on nettoie tous les points de soudure, il y en a à peu près 900, enfin je sais pas, par là, c'est énorme. Nettoyer tous les points de soudure, avoir le nouveau processeur, le rebuler, enfin faire des petites pointes de soudure dessus. Pour ça, il faut poser un truc de... Bref, voilà, je ne vais pas trop rentrer. C'est un gros boulot, donc c'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai pas ce qu'il faut et je ne peux pas le faire. Donc je vais dire au client, je suis navré, je préfère pas me lancer là-dedans. Donc déjà, j'économise le temps de démonter la machine et de me rendre compte tôt ou tard que c'est le processeur. Donc pour ce faire, je vais démonter, je vais enlever le radiateur, je vais brancher, toujours la consommation 600 milliampères, et avec la caméra thermique, je vais voir de suite, même au toucher, hein, ça se verra de suite que le chipset il chauffe. Donc là, dans ce cas-là, c'est foutu. Donc je vais lui dire, bah, désolé, je ne peux pas réparer, je peux en contrepartie vous proposer de récupérer vos données ou cloner votre système et de le basculer sur un autre ordinateur, ou, etc. Donc voilà, il y a d'autres propositions qui peuvent se mettre en place, mais déjà, il a une réponse presque directe. Voilà. Et j'arrive à la quatrième situation, ce qui est le cas, et on va faire le test ensemble. Je vais vous mettre par là. Alors, elle est là la carte. Le connecteur, il est là pour l'électricité. On va peut-être se mettre de l'autre côté. Je ne sais pas si on voit. Je vais me rapprocher au maximum. Enfin, je vous dirai. Donc là, on est bloqué à 3 ampères, 2 ampères. Allez, c'est reparti. Je vous ai rapproché au maximum pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si ça se voit, mais on verra. Je vous dirai. Sinon, je me raccorde. « 60 milliampères. Ensuite, c'est passé à 100 milliampères. Voilà ce qu'elle fait cette carte. Elle reste à 100 milliampères de consommation. J'appuie sur le bouton pour démarrer. Il n'y a strictement rien qui se passe. Strictement rien. Voilà. Donc, voilà le problème de cette carte. Voilà, on est toujours à 100 milliampères. Je vais débrancher. Je rebranche. D'abord, on était à 70 milliampères, ensuite 90, et il arrive à 100 milliampères et ça reste bloqué. Alors, à quoi correspond cette petite variation? C'est que même si c'était un ordinateur qui fonctionnait tout à fait normalement,
tout au début, dès qu'on branche, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, le Super I/O, il, il est mis sous tension. Du coup, son rôle, c'est tout de suite de checker la carte, de demander à toutes les alimes est-ce que tout va bien. Et voilà, et du coup, elle est prête à démarrer la carte ensuite. Mais ça se fait très rapidement. Donc tout au début, ça bouge un petit peu. Il y a un petit peu de variations d'ordre de 50 milliampères, 60, ça peut monter à 100 milliampères, mais ça devrait retomber à zéro. À zéro. Parce que elle a fait son diagnostic et elle se stabilise en stand-by. Elle attend qu'on appuie sur le bouton pour démarrer, hop, pour déclencher la carte. Or, dans ce cas-là, ce n'est pas ce qui se passe. On arrive à 100 milliampères et ça reste à 100 milliampères. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part sur la carte. Donc, c'est la raison de la vidéo. On va voir ça un petit peu plus tard. Et je vais me préparer, me mettre sous le microscope et vous expliquer un petit peu ce qui se passe, par où rentre l'électricité, etc., etc. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. Donc, il est là le port de charge. Il a un petit peu de design celui-ci. J'en ai jamais vu des comme ça. La coque, c'est toujours la masse. Mais la tige au milieu, c'est là où il y a le 19 volts, en général, arrive au milieu là. Mais pas sur ce port-là. Il faut faire attention. Pas sur celui-ci. Il est un peu design, voilà. Tout ça, c'est la même chose. Ça aussi, c'est la masse. Et on va retourner la carte. Et bien là, on peut voir bon, tout ça, on a dit que c'était la masse. La coque, c'est la masse. Et bien le plus, sur ce port-là, il arrive ici. Voilà. Il y a un petit, enfin, la tige à l'intérieur arrive là. Donc, notre 19 volts est ici. Voilà le circuit. Voici le circuit. Voilà, là il est séparé. Hein. Ici, c'est la masse. Ici, c'est le 19 volts. Donc là, c'est séparé. On a un petit condensateur ici qui est soudé d'un côté sur le positif, de l'autre côté sur le négatif. Tout de suite après, nous avons un composant qui n'est pas tout le temps sur les cartes. C'est une diode pour protéger la carte si jamais on inverse la polarité, le plus devient le moins devient le plus, etc. Donc la diode, elle est là pour protéger la carte. Ensuite, on continue, on passe à côté de la diode et on vient, et voici notre premier MOSFET. Alors, je crois que c'est un MOSFET channel N, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, il doit y en avoir un qui est channel N et l'autre channel P. Bon, si vous vous rendez compte que j'emploie pas les bons termes, ou que je fais fausse route, ou que tout le monde fait des erreurs, hein. Donc n'hésitez pas à me corriger, voilà, ça sera dans le bien de tout le monde. Voilà, donc je vais probablement pas utiliser les bons termes, etc. Je vous rappelle, je ne suis pas un ingénieur, j'ai pas appris tout ça à l'école, donc j'utilise peut-être pas les bons termes. Mais je sais que parmi vous, il y en a des ingénieurs, au moins une personne, j'en suis sûr, que je peux pas divulguer l'identité bien sûr. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, corrigez-moi si jamais vous vous rendez compte que je fais fausse route. Donc voilà, donc ça c'est le premier MOSFET. Alors voici comment il est. On part de là, on va dire. Il y a les 3 pins qui sont soudés ensemble, ici. Et le 4e, il est séparé. C'est normal, c'est la gate. En français, ça donnerait la porte. Bon, on va l'appeler la gate. C'est par là qu'on ouvre ou qu'on ferme le MOSFET. Donc, c'est la gate qui contrôle le MOSFET. Bon, je vais en venir un peu plus tard. Je vais un peu plus loin. Donc, le 19 volts, il rentre ici. Il traverse, si le gate nous le permet. Bref. Et arrivé de l'autre côté, les 4 pins sont ensemble. Et tout de suite après, ça rentre dans le 2e MOSFET. Comme vous pouvez le voir, il est monté en effet miroir. Il est inversé en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y en a un, c'est
channel N et l'autre c'est channel P. Ou alors c'est l'inverse. Enfin voilà, à vous de voir. Donc le 19 il rentre par là. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 3 pins qui sont ensemble ici et le quatrième qui est séparé. D'ailleurs, je dis quatrième, comment est-ce qu'ils sont marqués? Oui, c'est ça. 1, 2, 3 et le quatrième il est séparé. C'est bien comme ça. Le point il est juste là. Donc ça c'est pin numéro 1, 2, 3, ils sont ensemble. Et le quatrième c'est la gate. Là c'est pareil. Donc 1, 2, 3 et la quatrième c'est la gate. Voilà. Donc tout de suite après le deuxième MOSFET, on tombe sur une résistance à une très basse valeur. Très basse valeur. Et elle est là pour que le Super I/O puisse vérifier l'intensité du chargeur qu'on utilise. Voilà, par exemple, cette carte est prévue pour tourner avec un chargeur de 60 watts, on va dire, et nous, on décide de brancher un chargeur de 40 watts. Donc, il y a beaucoup moins de puissance. Et bien, c'est grâce à cette diode-là, cette résistance, le Super I/O saura que ce n'est pas le bon chargeur, qu'il n'y a pas suffisamment de puissance, et du coup il va couper le circuit, il va ordonner au MOSFET de couper, et du coup l'électricité ne passera plus. C'est une façon de protéger la carte, parce qu'il n'y a pas assez de courant qui rentre dans la carte, et ça ne lui suffit pas pour envoyer à tout le monde, pour dispatcher à tout le monde. C'est un peu, comment vous expliquer? On va dire un peu comme une maison à 2 étages. Il y a Veolia qui nous envoie de l'eau avec suffisamment de pression pour toute la maison. Du coup, le gars qui est au rez-de-chaussée, il a forcément de la pression parce qu'il est tout près de l'entrée. Mais celui qui est à l'étage, il faut qu'il y en ait suffisamment aussi. Parce que quand le premier au rez-de-chaussée il va tirer de l'eau, eh ben, le deuxième, il ne faut pas qu'il lui en manque. Sinon, il va râler, il va dire « Oh, j'ai pas de quoi me rincer, ça ne va pas. » Donc voilà. Donc c'est pourquoi c'est important. Si la carte a été désignée pour tourner avec telle puissance, 60 watts, 60 watts, ça fera 3,42 ampères, je crois. C'est la puissance voilà. Et l'autre, le 40 watts, non, oh punaise, je reprends mes esprits. Donc le 40 watts, il va faire vers les 2,33 ampères ou un truc comme ça. Donc si la carte a été désignée pour 60, il faut qu'elle fonctionne avec du 60. Parce que sinon, cette puissance, elle est dispatchée à tout le monde. Il faut que tout le monde ait suffisamment de pression pour qu'il puisse utiliser l'eau, l'électricité, comme il se doit. Voilà. Sinon, il y en a qui ne vont pas être contents. Donc, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà à quoi sert cette résistance. Et tout de suite après cette résistance, eh ben, c'est notre 19 volts qui est dispatché un peu partout sur la carte. C'est le rail de 19 volts, on appelle ça aussi. Donc, il est dispatché de partout et tout le monde s'en sert, tout le monde est raccordé là-dessus pour qu'il puisse en faire bon usage. Voilà. Donc, comment fonctionne un MOSFET? Un MOSFET laissera passer, c'est comme un interrupteur en fait, laissera passer le courant si on lui dit par la gate de laisser passer le courant. Ces deux MOSFET là servent de protection. En cas de problème, le Super I/O il peut les couper à tout moment. Voilà. Le Super I/O ou alors il contrôle une autre puce qui coupe les MOSFET, mais en général, comme vous le savez, le Super I/O c'est le big boss sur la carte. C'est lui qui tire les ficelles, un peu comme Vito Corleone, et voilà, et tout le monde doit lui obéir. Voilà, c'est comme ça que ça marche sur la carte mère.
Donc, alors, quand on reste appuyé sur le bouton de démarrer pendant 5 secondes, vous savez, l'ordinateur il coupe d'urgence. Et ben c'est le Super I/O, comme c'est lui qui lit le bouton de démarrer, il sait qu'on est resté appuyé 5 secondes sur le bouton, donc il sait qu'on a un souci et on veut qu'il coupe la carte. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient par la gate, il dit au MOSFET, coupe-toi. Donc ne laisse plus passer le courant. Et si là c'est coupé, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà. Alors je voulais vous dire, pourquoi il y en a deux de MOSFET? Le deuxième MOSFET, il sert par exemple à ce que le voltage de la batterie, la tension de la batterie ne se retrouve pas sur le port de charge. Parce que vous savez que la carte, elle fonctionne avec deux voltages différents, c'est-à-dire avec du 19 volts, mais également, enfin, par exemple, sur cette carte, j'ai la batterie qui est branchée dessus. C'est une batterie qui fait, on va dire, 12 volts, allez, pour dire, voilà. Donc, tant que je suis branché à l'électricité, la carte, le 19 volts prend le dessus. Donc, c'est lui qui alimente tout le monde, c'est lui qui fait fonctionner tout le monde, et c'est lui qui charge la batterie, bien sûr. Mais au moment où je retire le chargeur, eh ben, partout là où il y avait du 19 volts, ça devient du 12 volts. Donc, c'est le main power rail. Ça fera en français le gros rail alimentation. Oh, on ne va pas trop le traduire. Donc voilà, là, on doit avoir, en général, on doit avoir donc 19 volts. Mais si on retire le chargeur et qu'on fait fonctionner sur la batterie, ici, nous avons plus que 12 volts. Du coup, les alimentations fonctionnent aussi bien sur 19 que sur 12. Sinon, ça ne va pas fonctionner sur la batterie. La technologie, elle est faite comme ça. Donc voilà. Donc je retire le chargeur. Ici, on a 12 volts. Et partout sur la carte, bien sûr, on a 12 volts. Le 12 volts, il va jusque là et il s'arrête ici. Tac, il s'arrête ici. Et là, je ne devrais pas avoir de 12 volts. Le 12 volts, il s'arrête là. Pourquoi? Parce que le Super I/O, il dit à ce MOSFET, il a retiré le chargeur, donc tu coupes l'électricité, il n'y a pas besoin que ça aille jusqu'au chargeur. Donc il lui dit, tu coupes ici. Voilà, donc il ne laisse pas passer l'électricité de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pourquoi il y en a deux, et donc le Super I/O, il les contrôle les deux. Soit il coupe pas. C'est un interrupteur, ni plus ni moins. Dans ce cas-là, ce MOSFET est utilisé comme un interrupteur, rien de plus. Et pour couper l'électricité ou pas, donc il faudrait qu'il y ait la gate, il faut qu'elle soit alimentée. Il doit y avoir une fourchette de tension, je dirais. On va dire entre 15 volts et 24 volts. Donc du moment que la gate, elle reçoit entre 15 et 24 volts, elle doit ouvrir et laisser circuler le courant. Et si ce courant, si cette tension elle est plus basse de 15 volts, eh ben, elle se ferme, du coup il n'y a plus rien qui passe. C'est pourquoi d'ailleurs la gate, on la raccorde via une résistance bien sûr, parce que sinon ça va être en court-circuit, c'est pas bon. Via une résistance, on la raccorde à la masse. Pourquoi? Pour que ça puisse, dès que je vais couper l'électricité à la gate, grâce à ça, grâce à cette résistance, la gate, elle va se décharger plus vite possible. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de condensateurs et tout ça sur la carte qui gardent de l'électricité. Même si on enlève le chargeur, ça garde de l'électricité.
Mais grâce à ce système, grâce à cette résistance, la gate, elle est déchargée aussi vite. Enfin, plus vite possible. Et dès qu'elle est déchargée, dès qu'elle elle est descendue en dessous de 15, ça veut dire que le courant il est coupé. Voilà. C'est une façon de la faire réagir plus vite possible. Allez, on continue. Alors, on change complètement de chapitre. Là, je vais vous parler des alimentations qu'il y a sur les cartes mères, de différentes alimentations. En l'occurrence, celle-ci, celle que j'ai choisie, en fait, c'est une autre carte mère parce que pour pouvoir vous expliquer, tous les composants sont du même côté. Tandis que sur l'autre carte mère, les composants, ils étaient à moitié de ce côté-là, l'autre moitié de l'autre côté. Donc, pour les explications, c'est plus difficile. Donc, voilà. Sauf que sur cette carte, les MOSFET n'ont pas la même allure que sur les autres. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les autres MOSFET, ici, il y avait 4 pins soudés ensemble. Sauf que sur celle-là, c'est une capsule un peu différente. Là, il y a une partie métallique qui est ensemble. Donc, c'est comme si on avait les 4 pins soudés ensemble. L'autre côté, par contre, c'est la même configuration que les MOSFET précédentes. Donc là, il aurait dû y avoir le point, mais il n'y est pas, mais on le devine qu'il est là. Ça, c'est pin numéro 1, pin numéro 2, 3, et le pin numéro 4, qui est la gate, qui est séparé des 3. Voilà. Ce MOSFET, c'est la même chose. Donc ici, on aurait dû avoir les 4 pins ensemble, soudés ensemble. Et de l'autre côté, donc là, c'est pin numéro 1, 2, 3. Et la quatrième qui est séparée parce que c'est la gate. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux composants identiques. Donc 60, 30, DLB, je vois. Ici, c'est pareil, 60, 30, DLB. C'est le même composant. Mais ces composants ne sont pas montés de la même façon. Donc là, il y en a un qui est monté en channel N et l'autre en channel P. À vous de voir lequel est channel P et lequel est channel N. Donc voilà. Donc la sortie de ce MOSFET-là, c'est ce côté-là. Et la sortie de celui-ci, c'est là, les 3 points qui sont ensemble. Alors, je ne saurais pas vous dire lequel est N, lequel est P. Je ne saurais pas vous dire exactement. J'arrête pas de mélanger, voilà, je me trompe assez souvent. J'ai du mal à... Bref. Donc, voilà. Alors, ici, on peut voir, il y a marqué plus. Donc en fait, le 19 volts, il est là. Ça, c'est le 19 volts. Il y a marqué plus. Donc toutes les alimes fonctionnent de la même manière. Sauf maintenant, ils ont sorti, enfin pas maintenant, depuis un moment déjà, les deux MOSFET, ils sont regroupés dans un seul double MOSFET. Donc c'est la même capsule et dedans, il y a les deux fonctions qui sont intégrées à l'intérieur. On appelle ça des doubles MOSFET, mais bon, voilà. La plupart du temps, ils sont encore comme ça. Donc il y a deux MOSFET séparés. Et le fonctionnement, il est toujours le même. D'un côté, nous avons le 19 volts qui arrive ici. Là, on a le 19 volts. Et l'entrée de l'autre MOSFET, par contre, c'est le négatif, c'est la masse. Ici, c'est la masse. Là, c'est la masse. Du coup, les alimentations fonctionnent comme ça. Du coup, la sortie est la même, mais l'entrée n'est pas la même. D'un côté, on a le 19 volts, de l'autre côté, on a la masse. Par contre, le fonctionnement du MOSFET reste le même, hein. C'est-à-dire on le contrôle via la gate. On envoie du courant, l'électricité passe. On coupe le courant, l'électricité ne passe plus. L'autre côté, c'est pareil. C'est des contacteurs en fait. Voilà, c'est des contacteurs. Donc, la sortie est la même, qui est là.
et ça rentre dans ce composant qui est une bobine. Ça, c'est l'entrée de la bobine. Ça, c'est la sortie de la bobine. La bobine, à l'intérieur, c'est un fil enroulé, comme n'importe quelle bobine, enroulé, enroulé, enroulé. Après, ça dépend de comme nombre de tours, etc. D'ailleurs, ici, on peut voir, c'est comme ça qu'on on les désigne, les bobines. On pourrait croire que c'est une résistance, parce qu'il y a des résistances marquées de cette façon-là aussi. 1, R, 0. Pour une résistance, ça fera un ohm, je crois. 1, R, 0. Il me semble que c'est 1 ohm. Voilà, c'est ça. Tandis que les bobines, on ne les mesure pas en ohms, mais on les mesure en Henry. Henry ou Henry. C'est un H. Ça doit être sûrement le monsieur qui a inventé les bobines, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, cette bobine, elle a une valeur de 1,0 Henry. Harry ou Henry. Enfin, l'un ou l'autre, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà, c'est pas de la résistance. Il y a de la résistance dedans, très peu de résistance parce que c'est une bobine, mais ce n'est pas comme les résistances 1 ohm, 1 kilo-ohm, etc. C'est pas du tout, c'est des Henry. Bref, voilà, on continue. Donc ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. Le fonctionnement de ce composant, ça a un effet, c'est pour propulser, c'est pour, comment vous expliquer ça? En gros, ça fait, le courant il rentre, il fait beaucoup de tours dedans avant d'être propulsé. C'est un peu pour avoir un effet d'élan. Par exemple, vous avez votre voiture vous êtes tombé en panne dans un creux et vous avez besoin de la déplacer de 5 mètres, vous allez avoir beaucoup de mal parce que ça monte de l'autre côté. Mais si vous êtes tombé en panne juste un petit peu avant le creux, c'est-à-dire en descendant, là vous arriverez à la pousser plus loin avec la même force parce que vous avez de l'élan. Ben là c'est un peu pareil. Donc l'électricité rentre, il fait hop avant d'être propulsé pour avoir toujours la même puissance, la même... Je ne saurais pas l'expliquer. Bref, si vous avez les bons termes, s'il vous plaît, laissez des commentaires. Mais moi, j'en ai pas plus. Donc, je vous explique comment je comprends les choses. Donc, voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, de l'autre côté, donc ça... D'ailleurs, c'est l'alimentation de la RAM. On va le voir un peu plus tard. Donc, ça, c'est la sortie de la bobine. Ici, nous avons, bon là, c'est des condensateurs qui sont reliés d'un côté à la masse, de l'autre côté à 1,3 volts, à 35. Donc là, ça, c'est juste un pont. Ça, le fabricant, il met ça à certains endroits, point stratégique. Par exemple, la RAM, elle est juste là. Donc ça, c'est comme ça qu'on déduit que c'est l'alimentation de la RAM, parce qu'on voit que le circuit continue et entoure la puce de la RAM. Donc ça, elle est là pour alimenter la RAM comme il se doit. Donc, ces points-là, ce sont des jumpers, ouais, je crois que c'est des jumpers, PJ, ouais. On peut les dessouder, du coup on sépare l'alimentation de la RAM. Si je veux injecter de l'électricité ici, du courant, pour voir si le court-circuit se situe de ce côté-là ou de l'autre côté de la carte, etc. Donc c'est assez pratique pour dessoudre et voilà, au lieu de dessoudre la bobine, ce qui reviendrait au même, ben je peux dessoudre ici, tac tac, et je sépare les deux circuits pour faire mes tests. Bref, voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on arrive à fabriquer le 1,35 volts, en sachant que ça c'est de la RAM DDR3L. La 3L, elle fonctionne avec 1,35 volts. Tandis que la DDR tout court,
elle fonctionne avec 1,5 volts. Voilà la différence. Donc, on sait qu'ici, on doit avoir 1,35 volts à la sortie de la bobine. Mais pour fabriquer ce 1,35 volts, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, on utilise ces deux MOSFET. Ce sont des interrupteurs, pas plus, ni plus ni moins, qui sont contrôlés toujours par la gate, ici. Donc, ce MOSFET-là, il a un point positif ici. Donc, ça veut dire que le 19 volts est là. Donc, lui, il reçoit le 19 volts ici. Tandis que l'entrée de l'autre est raccordée à la masse. Oui, à la masse. Mais les sorties sont les mêmes. Donc, grâce à ces deux MOSFET, nous allons pouvoir hacher le voltage. Hacher le 19 volts en le comparant au négatif. Enfin, on va le hacher pour en faire autre chose. Je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Oui, parce que là, ici, on a 19 volts, en sachant que c'est un MOSFET. Ici, on a 19 volts. Et de l'autre côté, on se retrouve avec 1,35 volts. Ce qui n'est pas la même chose du tout que l'entrée. Donc, ces deux MOSFET sont contrôlés par... Est-ce qu'elle est là, la puce? Je ne suis pas sûr qu'elle soit là. Non, je ne la vois pas. Je la vois pas. Par une puce elle est probablement de l'autre côté. Par une puce qui contrôle justement ces deux MOSFET. Alors, celui qui est raccordé au 19 volts, on l'appelle high MOSFET, high side. Et l'autre, c'est low side, celui qui est raccordé à la masse. Low side, ça veut dire bas niveau, ou bas côté, on va dire bas côté. Et l'autre, c'est le haut côté. Le haut côté, ça veut dire qu'on est au positif, c'est-à-dire au 19 volts. Et le bas côté, on est au négatif. Voilà, c'est comme ça que c'est expliqué sur les schémas des cartes mères. High side et low side. J'ai fini par trouver la puce qui contrôle les deux MOSFET. Je prépare le multimètre en mode bip. Alors là, nous avons la puce, elle est juste là. C'est celle-ci qui contrôle. Mais je ne peux pas vous montrer les deux en même temps. Donc on va faire... je vais toucher ici au gate. Voilà, je suis sur le gate de ce MOSFET. Et tout en touchant, je vais balader sur la puce. Et ben voilà, c'est juste là. Donc c'est cette puce-là qui contrôle les MOSFET. C'est cette puce-là. Comme ça, on sait que si un jour il y a un souci avec cette alimentation, on peut déterminer, on peut trouver quelle puce contrôle ces MOSFET-là, etc. Allez, c'est parti. Encore une fois, c'est sûrement pas comme ça que ça a été expliqué dans les livres, mais j'ai pas d'autre moyen, je vous explique comment moi je comprends les choses. Donc voilà, vous avez les deux MOSFET, un raccordé au 19 volts et l'autre à la masse. Voilà, donc on va prendre l'exemple avec une ampoule. Une ampoule qui a une capacité de 100 lumens, on va dire. Voilà. Et on a besoin, quand elle est raccordée en permanence au 19 volts, on a les 100 lumens. D'accord? Voilà. D'accord, c'est comme si vous allez me répondre. Et donc, aux 100 lumens en permanence. Mais si on a besoin de tomber à 50 lumens, par exemple, et bien ce qu'on va faire, c'est on va faire clignoter les MOSFET. Donc, on va couper le courant 19, mais on va ouvrir à la masse, etc. Comme ça. Mais
hyper rapides, vraiment très très rapides. Ces MOSFET sont très efficaces, ils sont hyper rapides. Donc si on fait ça très très vite, l'œil, il ne va pas se rendre compte qu'il y a des coupures. Pour lui, ce qui va se passer, c'est que la lumière va baisser parce qu'il nous manque la moitié de la lumière. Mais c'est tellement rapide qu'il ne se rend pas compte qu'il y a eu des coupures. Donc, mais la lumière va baisser de moitié. Si on fait à part égale, la fréquence égale, on coupe le 19 et la masse à part égale. D'accord? Voilà. Ensuite, si je veux tomber par exemple à un quart de cette puissance, ce qui correspond à peu près à 5 volts par rapport aux 19 volts, donc on va dire un quart, eh ben, il suffirait de couper le 19 volts un peu plus que la masse. Un peu plus que la masse. Donc la masse prend l'avantage. Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc en faisant ça, on devrait tomber à 5 volts par exemple. Voilà. C'est un peu comme, on peut donner l'exemple avec les lunettes 3D. Parce que voilà, nous sommes dotés de deux yeux. Pour déterminer la distance entre nous et un objet, le cerveau, il connaît la distance entre nos deux yeux, naturellement, il le connaît. Quand on regarde quelque chose, il fait la triangulation et il nous dit bah, cet objet est à peu près à 1 mètre de nous. Donc c'est comme ça qu'il fait le cas. Tandis que la technologie 3D, bah, c'est pour but de... Les lunettes 3D, ils ferment notre œil droit pendant que le gauche il est ouvert. Ils ferment le gauche pendant que le droit il s'ouvre. Ça fait ça, en permanence. Donc en faisant ça, la technologie ment à notre cerveau, évite à notre cerveau de faire la triangulation, c'est-à-dire de voir avec les deux yeux en même temps. Donc on ne peut plus faire la triangulation. Du coup, on perd la notion de la distance. Donc c'est pourquoi on a l'impression que il y a des choses qui sortent de l'écran, qui s'approchent de nous, etc. Donc puis l'alimentation, je dirais que c'est un peu la même chose. Donc en faisant ça, tac, 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 c'est de hacher le courant et de réussir, enfin de faire à une telle fréquence, bien sûr, c'est ultra réglé tout ça. Donc voilà. Et bien sûr, à l'entrée, il y a des condensateurs. Il faut que l'électricité soit très bien filtrée avant d'être hachée. Et une fois que c'est haché, donc ça rentre dans la bobine. C'est propulsé par la bobine. Là, c'est pour avoir un peu de punch. Voilà. Et de l'autre côté, on a vu, il y a quelques séries de condensateurs. C'est pour refiltrer encore une fois le courant. Parce qu'on vient de le hacher, etc. etc. Donc voilà. Et tout ça pour dire que la RAM, elle reçoit ses 1,35 volts. Elle se met en route. Tout va bien. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner à la première carte, celle qui est en panne. Parce que je pense que le problème, il se situe vers l'alimentation qui produit le 3,3 volts et le 5 volts. C'est une seule puce qui fabrique le 3,3 et le 5 puces. On va y aller et je vais vous expliquer tout ça. Allez, nous y sommes sur la bonne carte. Voilà l'aliment en question. Comme vous pouvez le voir, les MOSFET ne sont pas de ce côté-là. C'est pourquoi j'ai pris l'autre carte mère pour vous expliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, celle-ci, d'ailleurs, 2R2, voilà, comme on a dit tout à l'heure, bah, c'est pas de la résistance, c'est des Hari. Ça correspond à 2,2 Hari. Donc, voilà, c'est pas de la résistance, c'est Monsieur Hari. Donc voilà, et par déduction, voilà, cette bobine, c'est la PL4501,
et la deuxième c'est PL4502. Donc on peut déjà déduire que c'est celle-là la 3,3 volts et celle-ci la 5 volts. Parce que c'est marqué comme quoi PL4501 et l'autre c'est 02. Donc le plus important c'est le 3,3 volts. Maintenant on va de l'autre côté et je pense que c'est cette puce là qui est en cause. Là on peut voir les MOSFET. Bon, maintenant on a inversé la carte, donc le 3,3 volts il doit être de ce côté là. De ce côté là. Donc ces deux MOSFET là, c'est pour le 3,3 et l'autre côté ça doit être le 5 volts. On va faire des mesures un peu, etc. pour voir si on a du voltage ou pas. Parce que quand je branche, parce que toute cette partie, tous ces MOSFET là, il y en avait du café dessus. Donc je me dis que ensuite, en regardant de plus près, j'ai vu que une patte de cette puce qui est chargée de fabriquer le 3,3 et le 5 volts avait un petit souci. Juste là. Je ne sais pas si ça se voit assez bien sur... Il n'y a pas assez de lumière. Juste cette patte-là. Et j'ai vérifié, cette patte correspond à l'alimentation de cette puce. Elle reçoit 19 volts par là. J'ai déjà mesuré, les 19 volts sont présents. Mais, alors, on va essayer. Comme ça, peut-être. Est-ce que vous... Non, vous voyez plus rien après. Moi, je le vois sous le truc, mais il y a un petit souci avec la pâte. Je crois que la puce, elle a cramé. Il s'est passé quelque chose. Et du coup, quand on branche la carte, les 100 milliampères, je pense que c'est elle qui les mange parce que le seul point chaud sur la carte que j'ai décelé, c'était cette puce-là. Donc, je ne vais pas me lancer trop dans les mesures, etc. Je pense que je vais la remplacer directement. Et j'en ai trouvé une sur une autre carte. C'est pas tout à fait la même, mais on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est une 1275C. Et l'autre, vous allez voir, c'est une 1225C. J'espère qu'elle est bonne. Parce que si elle n'est pas bonne, j'en ai pas d'autres. Je sais pas comment on va faire. Allez, c'est parti. Allez, hop. Oh, je suis toujours branché, moi. Sur l'autre. Eh oui, la puce, elle chauffe. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Alors, tac. Je sais pas si vous verrez comment faire pour vous montrer que c'est une 1225C. Allez, c'est parti.
point il est par là. Donc pin numéro 1, il est de ce côté-là. Ok. Là, on est dans le bon sens. On la laisse par ici. Voilà. Ok, bon, je vais pas la ressouder tout de suite, celle-ci. Enfin, la nouvelle, je veux dire. Parce que je crois qu'il va falloir qu'on fasse un peu quelque chose. Parce que la pâte, elle est pas... Ouais, il faut que je nettoie et tout ça. Tac. Bon. On peut voir un peu. C'est celle que je viens de dessouder. Si, pourtant, tout est là. Est-ce qu'elle était dans ce sens-là? Oui, elle était dans ce sens-là. Moi, je vois rien de spécial. Pour moi, elle était soudée, hein. Bref, on la met de côté. C'est bizarre que j'ai pas pu trouver des puces avec ce. Je les connais ces puces. C'est bizarre que j'en ai pas mis de côté. Qu'est-ce qu'il me faut? Le fer à souder. On va changer d'embout.
Ça ira. J'ai fait ça juste pour être sûr que le circuit n'était pas sectionné. Allez, il n'y a plus qu'à y aller. Alors, cette puce dessous, elle se présente comment? Ça va. Toutes les pattes sont là. Il y a les pointes. Ok, on est bon. On est dans le bon sens, oui. 12,75. Un peu de... Où tu vas toi? Ok. Je nettoie pour vérifier que toutes les pattes sont bien ressoudées. Là, on est bon. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Je pense qu'on est pas mal. Allez. On va mettre le pad pour refroidir un peu. Moment de vérité. Ouais, ça va. Alors,
2 ampères toujours. Attention. On y va. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Waouh, ça chauffe. Ça chauffe grave. Eh ben on n'est pas bon. Il y a autre chose. Ou bien cette puce, elle était déjà défectueuse. Je l'ai mal ressoudée. Ah, c'est bien elle qui... C'est bien elle qui chauffe, hein, je crois bien. Ça, c'est de l'essence. On va en mettre un peu. Voilà. Je rebranche. Ouais, c'est elle. Direct. Elle chauffe directement. Bon. C'est pas ça, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Rebonjour. Nous sommes à lendemain d'hier. Et voilà, pour ceux qui étaient là hier soir, ben, ils savent que ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu le résultat espéré. Donc ce matin, je suis arrivé et j'ai vérifié les sorties des MOSFET et il s'avère que le 5 volts, il est en court-circuit. Alors voilà, là c'est le 3 volts. J'ai pas de court-circuit, mais là c'est la sortie du 5 volts et j'ai un court-circuit. Enfin, c'est pas vraiment un court-circuit, il y a de la résistance, quoi, mais beaucoup trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié les MOSFET aussi bien côté 19 volts et le côté la masse. Et celui de la masse, il est en court-circuit. Donc là, je vais tester le 19 volts. Voilà, on n'est pas en court-circuit. Et là, je vais tester celui qui est relié à la masse 0,00. Donc, le MOSFET, il est complètement court-circuité. J'ai vérifié également par rapport à la gate. Ah ben, normalement, voilà, 0,00. Là, je suis à la gate. Donc, je sais qu'au début, il n'y avait pas de court-circuit à cet endroit. Les MOSFET, ils fonctionnaient correctement. Ça s'est produit suite au remplacement de la puce. Alors, je pense que la puce, elle est défectueuse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la puce, il y a un court-circuit entre la gate de ce MOSFET et la masse, par exemple. Et c'est pourquoi on se retrouve avec un MOSFET qui est court-circuité, alors qu'il ne devrait pas. Voilà. Je vérifie l'autre MOSFET juste à côté, celui qui est relié à la masse également. Voilà la valeur que j'ai. C'est un peu bas d'ailleurs. Attendez. Ouais, c'est un petit peu bas, mais je pense pas qu'il y ait un souci de ce côté-là. Ça, c'est le côté 19 volts. Et ça, c'est le côté la masse du 3 volts. Hein. Ouais, c'est assez bas quand même. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est je vais venir avec 5 volts à la sortie des MOSFET et on va voir ce qui va chauffer. Mais je pense que c'est la puce qui va pas bien.
Et après, bah, je vais chercher, voir si je peux trouver une autre puce de l'essence F. Enfin, de l'essence, quoi. Donc, on a plus besoin de ça. « 5 volts à 2 ampères. Allez, ça ira. La masse et les 5 volts à la sortie du MOSFET. Attendez, on va se mettre comme ça. Je mets un peu, j'étale un peu l'essence un peu partout pour voir ce qui chauffe. Allez, sur la sortie de 5 volts. Et c'est la puce qui chauffe. Ouais, je le vois. Et côté gate, je connais la patte de celle qui va à la gate. Du coup, c'est à peu près à cet endroit-là que ça chauffe. La puce, elle est défectueuse, j'ai l'impression. C'est pas un problème de MOSFET, c'est la puce, le driver, comment ils appellent ça. Ok, bah il n'y a plus qu'à. Soit je retente de ressouder la puce correctement, je l'ai peut-être mal soudée, ça m'étonnerait. Je pense elle est en panne. Moi, je vais chercher une puce de remplacement et j'espère en trouver aujourd'hui, comme ça je termine la vidéo. Sinon, bah, ça va reporter à plus tard. Allez, à tout à l'heure ou à plus tard. Alors, j'ai cherché dans toutes mes cartes, pièces détachées, je veux dire, qui me servent de pièces détachées, et impossible de trouver la puce en question. Et tout d'un coup, en passant à côté d'un Lenovo que j'ai là-bas, qui est posé depuis un petit moment, et il faut que je m'en occupe, il est réparable, il faut faire 2-3 choses dessus. Et j'ai remarqué qu'il avait une puce à peu près de la même configuration que celle que je recherche. Mais le code, il n'y est pas du tout. Donc déjà, sur la puce, c'est un code qui a écrit dessus. 2N, non pas 2N, alors ça serait du genre 5X égale YM DNN. En fait, ça n'a rien à voir, c'est un code. C'est un code qui donne la date de fabrication, etc. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai trouvé le schéma de cette carte mère du Lenovo. J'ai trouvé la référence, la vraie référence de la puce. Ça n'a rien à voir avec, en fait, c'est le fabricant, c'est Realtek. La puce, c'est une RT 65 75 DGQW. Voilà. Et moi, la puce que je recherche, elle a été fabriquée par Texas Instruments. Et la puce, c'est une TPS 51225. En comparant les pattes, c'est la même chose. C'est pas écrit de la même façon, c'est la même chose. Je vais vous montrer. Donc voilà. À gauche, vous avez la puce TPS 51225 et là, c'est la Realtek. Donc, en comparant les pins, pin numéro 1, je ne vais pas tout faire, c'est juste que c'est pas marqué tout à fait pareil de partout, mais ça fait exactement la même chose. Donc c'est une CS1, le pin numéro 1, CS1, feedback, bon là ils mettent V feedback 1, feedback, etc. Ce qui change, c'est en bas. Par exemple, la pin numéro 10, c'est une drive H2. Ça correspond à drive high side du driver, le high side, le 2. Et ici, ils l'ont marqué
U-Gate 2. U-Gate comme high side ou up side. C'est la même chose. Ensuite, ici, la 11, c'est drive L2. Ça veut dire le driver du low side. Et ici, ils l'ont marqué L-Gate 2. Ça veut dire low side gate. Enfin bref, j'ai comparé. Tout est pareil. Donc la puce, elle fait la même chose. Sauf que ce n'est pas du tout le même fabricant. Donc il marque différemment. Mais la puce, elle est censée faire exactement la même chose. Je viens de la ressouder. Par contre, c'est juste pour essayer. J'ai essayé déjà, il n'y a plus de court-circuit. Donc il va falloir qu'on vérifie. Le moment de vérité, on va vérifier en direct. Et on va voir s'il n'y a pas quelque chose qui va fumer. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai vérifié, il n'y a plus de court-circuit. Mais cette puce, il va falloir que je la rende au Lenovo. Et après, soit je commande ce qu'il me faut ou continuer à chercher dans l'autre magasin, on verra. Déjà, voilà, hop, je vous pose par là. Voilà. Multimètre. Mode bip. Vous y voyez les valeurs comme ça. Alors, la masse. Et ça, c'est la sortie des 5 volts. On est en mode bip. Là, ça bip, c'est normal, c'est la masse. Alors, 5 volts. Et il n'y a plus de bip. Ensuite, le 3 volts. Bon, j'avais pas de bip tout à l'heure, mais là, on essaye quand même. Plus de bip non plus. Donc, voilà. Je vérifie les MOSFET. Ils ne sont plus en court-circuit. Ça, c'est le côté, c'est le 5 volts. C'est le côté 19 volts, je veux dire. Enfin, l'entrée 19, sortie 5. Et là, c'est la masse. C'est ce MOSFET-là qui était en court-circuit. Et là, il n'y a plus de court-circuit. Voilà. On vérifie les autres aussi. Plus de court-circuit. Plus de court-circuit. Donc, on peut tester. Et on va voir ce que ça va donner. « 19 volts, toujours bloqué à 2 ampères. Alors, on y va. Je vais peut-être me cramer encore comme d'habitude, mais bon. Attention, on y va. 80 milliampères, 90 milliampères. Non, c'est pas que. Là, on est passé à 100 milliampères. Oh punaise, ça fait comme au début. Je branche, je rebranche. Ouais. 80 milliampères, 90, ça bouge un peu. C'est pas tout à fait la même chose qu'au début. Donc on va faire quelques mesures avant d'aller plus loin. Vous y voyez. La masse. 19 volts, il est toujours là. 19 volts à l'entrée des MOSFET, il est là. De l'autre côté aussi. Pareil. 3 volts. On n'a rien. On n'a rien au 3 volts. Et le 5 volts, on n'a rien non plus. Et on est toujours à 90 milliampères. On appuie sur le bouton. Il n'y a rien qui se passe. Oh, là j'ai rien. Pas de consommation. Pas de cons. Mais pas de 3 volts. Le 5 volts, on a le 5 volts. Le 5, il y est. La pucelle fonctionne.
Le 3, on n'y est pas. On l'a pas, le 3. Alors, le petit 3 du... On l'a. Le petit 3 pour alimenter le super rayon, on l'a. Mais on n'a pas le gros 3,3 volts. Mais on a le 5. On a le 5. C'est déjà quelque chose. Oh! Oh oh oh! Oh oh! Qu'est-ce que nous avons ici? Le ventilateur qui tourne, la LED est allumée. Voilà, le ventilateur il tourne. On est bon, je crois qu'on est bon. Nos 3 volts. Il s'active par la suite. C'est le Super I/O qui active le 3 volts. Le 5, on l'a. Le 3 aussi. Ah, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. La consommation est de 320 milliampères, 330 milliampères. Maintenant, il faut voir si la carte elle fonctionne, si on a de l'image. Ouais, le processeur il chauffe. Enfin, il chauffe, mais normalement. Normalement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ben oui, je vais vous laisser en ligne et on va couper. Je reste appuyé. Donc là, je dis au Super I/O, coupe d'urgence. Il déconnecte le MOSFET, le premier, comme on a vu. Et voilà. Ah, cool! Cool, cool. Donc, on met ça là-dedans. Il n'y en a pas pour très longtemps. Alors, il y avait eu un petit souci également au niveau du connecteur de l'écran. Il y a une pin qui est un peu amochée. Mais bon, j'ai vérifié sous le microscope, il a l'air d'être en place. Bon, on verra. On verra. On va tac, tac, tac. Est-ce qu'on met une ou deux vis au cas où? Ah, je suis impatient d'essayer. Alors, tout ça, on ne va pas les brancher, on n'a pas besoin. Tout est là. Est-ce que ça tourne? Ça tourne toujours. Encore une ici. La batterie n'est pas branchée. Et on branche l'écran. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Hop, il faut pas qu'elle bloque le... Est-ce qu'il n'y a rien qui va tomber? Non, c'est bon. On va se mettre plutôt dans ce sens-là. « 19 volts. Attention. Pas de consommation. Enfin, si j'ai 20 milliampères qui tombent à 10 milliampères, c'est pas grand-chose. Et ça, c'est normal. Il y a un tout petit peu de variation, mais il ne faut pas que ça dépasse on va dire les 30 milliampères. 20 milliampères, 10 milliampères, c'est normal, quoi. C'est le Super I/O qui fait le check, qui tire les ficelles, etc. Donc, on appuie. Voilà. 50. 50, ça veut dire. Tout à l'heure, on avait 500, je vais dire. Tout à l'heure, on avait 30, 300, et voilà, on a l'image. On a l'image. No boot device. Tout va bien. Voilà. Et ça fonctionne. Et le ventilateur, il tourne plus, mais c'est normal. Il fait froid. Voilà pour cette vidéo.
Et ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu le principe du fonctionnement d'une carte mère. Et j'espère que ça vous a donné une idée déjà pour faire quelques diagnostics, quelques checks, quelques voilà. Et au passage, ben, on a réussi à réparer l'ordinateur. On est content, donc tout va bien. Voilà. Je vais arrêter pour cette vidéo. Il faut que je la monte parce que j'ai des bouts de vidéo du microscope, etc. Donc il faut que je réunisse tout ça, il faut que je monte, que je l'envoie pour qu'il soit plus vite possible sur YouTube. Voilà. Donc on est arrivé et on est content. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao. Je suis de retour. J'ai oublié de tester la batterie. Voir si ça charge ou pas. Toujours pas de consommation, enfin 20 milliampères, c'est rien, c'est normal. Et je branche la batterie. J'ai branché la batterie. 50 milliampères, 160, 170, 1,24 ampères. Ce qui veut dire que la batterie charge. Et nous avons le signe de charge. Voilà. Donc la batterie fonctionne également, donc tout va bien. Le circuit de charge fonctionne, tout fonctionne, tout est nickel. Par contre, maintenant, il faut que je trouve une puce de remplacement. Donc voilà. Alors, à bientôt!